Alors, nous sommes, comme vous le savez, à quelques heures de la clôture de cette 10e édition, dont la thématique et le thème central était la rupture. Dans rupture, dans notre esprit, Georges et moi, il y a aussi taquin, trublion, coquin. Donc, au fil des rencontres que nous avons pu faire pendant ces 3 jours, et j'espère que pour vous, elles étaient riches, elles étaient belles, et elles vont être durables. J'ai eu le plaisir de croiser une jeune femme, j'en ai croisé plusieurs, des jeunes femmes, pardon, mais une jeune femme tout particulièrement, je dirais, dédiée ou appropriée à notre thème. Alors, messieurs, ce matin, je n'ai pas du tout prêté attention au fait que nous n'étions justement que des hommes autour de cette table, donc ça m'a un petit peu gêné. Alors, je vais demander à Radijata de nous rejoindre, s'il vous plaît. Radijata Diallo, qui nous vient d'Abidjan. Radijata, voilà. Alors on fait rien, voilà, Radijata n'était pas vraiment prévu au départ, puisqu'il n'y avait que des messieurs, Didier, Franck, Christian, Benoît, bon, et moi-même. Alors j'ai trouvé absolument pas normal, et puis Radijata rentre parfaitement dans le thème et la raison de notre table ronde, et je lui laisserai nous expliquer, nous raconter son parcours, son histoire, son destin, que de nombreux jeunes africaines et africains ont déjà vécu et d'autres se préparent à vivre. Alors, le titre de cette table ronde, quel levier pour une Afrique performante? Je vais justement commencer par vous, par toi, Radijata, parce que ton parcours, ton histoire nous amène à évoquer toute cette table ronde et la raison de cette table ronde. Tu dois avoir un micro juste à côté de toi, voilà. Alors je vous remercie. Je suis Karijata Diallo. Je suis entrepreneur donc depuis 3 ans maintenant. J'ai créé une entreprise de distribution et d'innovation technologique en Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire. Mais à l'origine, c'était tout à fait impensable pour moi. Parce que je démarre dans la vie ou dans un environnement où les femmes ne doivent pas aller à l'école. Donc je nais dans une famille où nous sommes 8, donc j'ai 7 frères. Et mon père décide que tous les garçons ils vont à l'école, mais pas moi. Parce qu'il a un autre projet pour moi. Donc j'arrive par chance donc à aller à l'école à partir de l'âge de 7 ans. Je suis très brillante, bon, ce qui est surprenant encore, mais c'est pas apprécié. Le projet de mon père, il continue, et donc à 15 ans, on me propose en mariage forcé. Et bon, là encore, on réussit à sortir de là. Et le parcours, il continue. Je vais vous passer tous les détails. Et on se bat au quotidien contre le fait que il faut avancer malgré tout. Et je réussis à intégrer une multinationale. Donc là encore, je me bats beaucoup pour pouvoir terminer mes diplômes et intégrer une multinationale. Donc je suis meilleur vendeur, un des meilleurs vendeurs, donc je suis commercial. Et dans cette multinationale-là, je vis un certain nombre d'expériences qui pour moi sont des expériences positives. Je suis enceinte. On m'emmène en mission pendant que j'ai 7 mois de grossesse à l'intérieur du pays, sans chauffeur. Et quand je reviens de là, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. Je me dis qu'il va falloir encore essayer de bousculer les choses.
Donc après mon accouchement, je reprends, donc je commence à imaginer, à écrire des projets, à faire des recherches sur Internet. Et je tombe sur des modèles intéressants, donc je m'en inspire. Et je me dis qu'il faut que je me lance pour pouvoir servir demain d'exemple à d'autres personnes. Donc pendant que mon fils a 8 mois, donc j'allaite encore, on me propose à nouveau de repartir en mission à l'intérieur du pays. Je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas partir avec l'enfant parce que l'environnement n'est pas forcément propice. Mais on me dit que je fais ce que je veux, mais bon, il faut que j'y aille ou que je choisisse. Donc là, il y a un déclic quand même qui se crée dans ma tête et ça me pousse en avant. Donc je crée l'entreprise et je décide de démissionner. C'est très difficile, mais la première année, je réussis quand même à faire à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires. La troisième année, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et l'histoire continue. Et l'histoire va encore continuer. Juste quand tu parles de première année, il faut dire que nous sommes en 2012 et le chiffre d'affaires d'1 million d'euros qui est réalisé par Radija, c'est 1 million d'euros en 2014. Voilà, donc on reviendra sur cette magnifique aventure, et une aventure, une vie incroyable. Je vais peut-être demander à... Alors, autour de cette table... juste après Radija, vous avez Christian Camaillou. Christian Camaillou est donc le fondateur de My African Startup. Christian va nous expliquer de quoi il retourne. Benoît Lebars, qui est fondateur et partenaire du cabinet d'avocats Lazaref Lebars, qui justement nous présentera les obstacles que les jeunes startups africaines peuvent rencontrer de par une législation parfois trop contraignante ou même si le droit africain aujourd'hui intéresse beaucoup de pays, et Benoît, vous nous en parlerez. Franck Aswani, qui m'avait beaucoup impressionné, m'avait beaucoup séduit. Le 6 février dernier, souvenez-vous, à Bercy, Emmanuel Macron et Michel Sapin recevaient le banc, l'arrière-ban africain, notamment des chefs d'État. Et Franck avait eu cette délicieuse réflexion d'interpeller la salle et de demander où était la jeunesse. Parce que ce jour-là, il s'agissait donc du lancement, et je parle sous couvert de Daniel Kamelgarn de la Fondation Africa France, ce jour-là, il était normalement question de jeunesse. Et bien quand Franck a interpellé cette salle, quand il a demandé à cette jeunesse de se présenter, de se manifester, grande fut notre surprise, Franck, n'est-ce pas, de constater qu'aucun jeune de moins de 30 ans n'était pratiquement, ou 25 ans on va dire, dans cette salle. Heureusement aujourd'hui, il y a une jeunesse africaine qui est présente et Franck est le patron, on va dire, surtout le vice-président des relations stratégiques de cette merveilleuse école qui est l'African Leadership Academy, qui, Franck, vient du Kenya, mais cette école est à Johannesburg. Et enfin, Didier Akwete. Didier Akwete est le fondateur d'Afrique Search. Didier Akwete nous vient du Togo. Et Afrique Search, c'est le plus gros cabinet de recrutement sur le continent africain. Didier, et tu nous parleras de tout ça. Alors justement, c'est vers toi que je me tourne pour que... si le micro, voilà, c'est vers toi que je me tourne suite au témoignage de Radijata et comment aujourd'hui on recrute une jeunesse africaine aussi débordante, aussi vitalisante et aussi ravigorante, serais-je tenté de dire. Merci Eric, bonjour à tous. Effectivement, la question de l'emploi, puisque le thème c'est les leviers du développement de l'Afrique, l'éducation est un des leviers clés, si ce n'est le levier essentiel, puisque malheureusement, depuis de trop longues années, le système éducatif dans beaucoup de pays africains va complètement à l'encontre de l'évolution des économies. Car le système continue de produire des littéraires, des macroéconomistes, des juristes, alors que le secteur privé prend le dessus aujourd'hui avec des profils plus techniques, plus opérationnels. Et un chiffre qui est assez effrayant, c'est que 80% des jeunes qui sortent du système éducatif en Afrique sortent sans qualification. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons, mais simplement qu'ils n'ont pas les qualifications requises par le marché pour accéder au marché de l'emploi.
Et on se retrouve avec des taux de chômage qui sont de 80-90%, si ce n'est plus, dans bien des pays. Alors ça fait 20 ans que nous avons créé Afrique Search pour justement identifier ce qu'on appelle 7 talents africains qui peuvent intégrer les organisations privées et publiques pour favoriser justement la rencontre de l'offre et de la demande de compétences. Et l'Afrique regorge de talents, c'est ça qui est un peu désespérant parfois lorsqu'on voit dans toutes les sphères ce potentiel que ALN recrute par exemple, ou une fondation que nous avons mise en place pour identifier des jeunes à qui nous donnons des bourses d'excellence. On voit bien que le talent existe, mais simplement qu'on n'a pas l'écosystème qui permet de le développer. Cette inadéquation a été renforcée par une étude que nous avons conduite au CIAN d'ailleurs juste l'année dernière, enfin sur 3 dernières années, où nous avons sondé un peu plus d'une centaine de grosses entreprises en leur demandant quels sont vos besoins en Afrique en termes de ressources humaines. Et ce qui ressortait, on le supputait mais on voulait le factualiser, c'est que les besoins des entreprises aujourd'hui sont concentrés dans les filières techniques. Vous allez par exemple dans le secteur de l'énergie, le secteur du BTP, le secteur du transport, le secteur des infrastructures, qui aujourd'hui accueillent beaucoup d'investissements pour simplement accélérer la transformation économique de l'Afrique. Et bien généralement, ces entreprises ne trouvent pas les ressources humaines dans ces domaines, d'où la forte inadéquation entre ce que le système éducatif produit et les besoins du marché. D'où mon premier constat en disant l'éducation est la clé, mais tant qu'on aura cette inadaptation réelle entre ce que le marché demande et ce qui est produit, on n'arrivera pas à malheureusement placer tous ces talents qui aujourd'hui en fait sont un peu notre raison d'être. C'est comment identifier ces talents et les mettre à la disposition du continent. Mais il y a de bonnes nouvelles, et je vais finir par là Eric, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience qu'on a observée dans beaucoup de pays, notamment dans ce qu'on appelle les soft skills, tout ce qui est management, gestion. Un pays comme le Sénégal, et mon frère est bien là pour témoigner, le système éducatif privé aujourd'hui représente à peu près 30% de l'effectif des étudiants. Mais ce système privé se concentre dans les business schools, les écoles de management. Et bien sûr, les meilleures écoles arrivent à placer ces étudiants dès leur diplôme obtenu parce qu'ils sont réellement en phase avec les besoins du marché. Les entreprises s'invitent dans ces écoles, animent des curricula, participent au conseil d'administration, ou dans d'autres secteurs comme le secteur technique, comme le 2IE, qui est un peu l'exemple emblématique aujourd'hui en Afrique francophone, qui est basé à Ouagadougou, qui forme des ingénieurs dans les métiers de l'eau, l'environnement, l'énergie, et qui arrive parfaitement à placer ses étudiants. Donc, nous sommes vraiment dans un contexte non seulement de guerre des talents, parce que ces talents qui sont parfois pas suffisants en nombre dans certains domaines sont arrachés par les entreprises qui se les partagent, et puis dans le même temps un vrai défi, comment réformer le système éducatif assez rapidement pour que ces 15 millions de jeunes qui arrivent sur le marché chaque année puissent ou trouver un job ou alors entreprendre, parce que c'est vraiment ça la clé. L'emploi en sortant de l'école en pensant qu'on va en trouver un, ça m'étonnerait. Donc comment est-ce qu'on éduque les jeunes Africains à créer leur entreprise en les incubant comme ce que fait Christian? Et là, je pense qu'on aura relevé un défi important lié à ce thème. Merci. Alors justement, la question est facile. Franck, comment participe-t-on à cette éducation? Comment il vous vient à l'esprit, il y a de cela 20 ans, de créer ELE, donc comme je le disais, African Leadership Academy? Hello everyone. So first of all, you'll forgive me, I'll speak in English. I tried to learn French, and when I got to La Conjugación, I got lost. So you'll have to forgive me. But basically, I think the whole conversation around young people in Africa is critical. For those of you who don't know, 70% of Africans are under 30 years of age. The average age in Africa is 19 years, compared to France and Japan, which are 45 years of age. If you're going to do anything in Africa, you cannot afford to ignore young people. So critical in everything that you do, whether we're talking about sustainability or industrialization, you've got to have young people in your conversation. That's one thing. Africa is growing, but the reality is we have a young generation that's coming through that's more educated than their parents, but with fewer economic opportunities. Because a lot of our economic growth that we're seeing is jobless economic growth.
the sectors that are driving a lot of Africa are largely not big job creators. So because of that, we need to ask ourselves, and to support what Didier is saying, is what's the kind of African we're going to have to produce to drive Africa forward? And what kind of institutions will we need to produce the right African for the 21st century? So if you think about it, we're preparing kids, and we are focused specifically on education because that really drives the human capacity in any country. We're preparing kids for jobs that don't exist. We're preparing them to solve problems that haven't been fully conceptualized and to use technology that hasn't even been invented. Yet if you look at our education systems today, they're all about passing exams. 3 out of 4 Africans coming out into the job market in future will not have jobs. They'll have to create their own jobs. Yet our education system today is creating job seekers, not job creators. So what does Africa need to do differently? And I think that's where, if we look at institutions in Africa that are trying to show the future of African human capacity development, the African Leadership Academy really stands for that. So for those of you who don't know who we are based in Johannesburg. We were set up in 2008 to transform Africa by creating the next generation of African leaders. Because if you look at Africa, we're a basket case, and I say a sad basket case of the consequences of poor leadership. And this is made worse due to the fact that we don't have strong institutions, we don't have strong judiciaries or strong media to hold our leaders to account. So we said it's much easier to raise a righteous kid than to fix our broken men and women that we have currently. So because of that, we scan Africa for the most talented 15 to 19-year-olds. 30% of our kids are Francophone. They arrive in our campus in Johannesburg not speaking a word of English. 50% are Anglophone, and the rest are Lusophone. We get kids from across the continent who demonstrate strong leadership qualities. We have them for 2 years. They do A-levels, but also have a very unique curriculum called entrepreneurial leadership. You need to teach them the values of leadership, including a heavy focus on African studies, to teach them the good, bad, and ugly of Africa. We teach them entrepreneurship. Every kid on campus has to run a business. You never share a room with someone from your country. We eat different African food every Friday. We focus a lot on letting them learn about the continent. These kids run businesses at 16. These businesses have to report to boards, so every quarter we have board members like you who come, and the kids must present their financials, marketing plans, etc. So we start teaching them 21st century skills, like collaboration skills. How are you going to collaborate with someone from Nigeria as a Senegalese? Because currently, if you think about it, Francophone Africa only thinks about Francophone Africa, and Anglophone Africa only thinks about Anglophone Africa. We should be having businesses that go across because our population is not that high. That's what we're trying to do at the Academy. We send many of our kids to school in the US, so 80% of our kids go to study in university in the US, and then we bring them back every summer for internships and eventually for long-term careers. But basically, by the time the kid graduates from school, he's not so much about being able to pass maths, but he's about, if he can't get a maths-related job tomorrow, how agile is he to learn the next skill that is needed for him to do something different? Can he become entrepreneurial? Can he create jobs for himself and for other people? Is he a change maker? Will he be sensitive about the environment? Does he understand why it's important to practice good governance? Does he understand the significance of integrity and ethics, which is highly lacking in our leadership on the continent? That's what we need to be thinking about. Merci beaucoup Franck. Alors, on a vu que la formation était un des leviers. On a vu également, évidemment, que l'éducation est essentielle. Christian Camaillou, vous qui, il y a un mois, je crois, présentiez à la BAD votre plateforme, une plateforme où justement des startups peuvent partager, agréger et fédérer d'autres initiatives. Est-ce que par exemple, et je ne sais pas si vous en avez souvenir, mais est-ce que par exemple, dans les candidats qui ont participé à votre initiative de faire partir un bus de Lagos jusqu'à Abidjan, est-ce que vous vous souvenez justement avoir enregistré les candidatures de jeunes entrepreneurs qui seraient issus des rangs de LA? Est-ce que ça, en tous les cas, leur profil correspond parfaitement à votre My African Startup? Malheureusement, non, on ne se connaissait pas avant, mais je pense qu'on va commencer à collaborer désormais. Alors parlez-nous de My African Startup, justement, après ce qu'on vient de voir.
Alors, My African Startup, c'est un mécanisme de promotion de l'entrepreneuriat africain qui part du principe que pour que le développement du secteur privé en Afrique se fasse de manière rapide, il faut certes encourager les grandes entreprises à investir en Afrique, mais il faut aussi encourager les jeunes pousses et leur donner les moyens d'arriver à leurs objectifs. La genèse de cette idée date d'un an et demi à peu près. Je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé une start-up internet qui s'appelle finance-tes-études.com. C'est franco-français, donc l'activité consiste à mettre en concurrence les banques pour que les étudiants puissent trouver les meilleures offres bancaires pour payer leurs études. Et pour mettre en œuvre cela, je me rappelle à l'époque, comme beaucoup d'entrepreneurs, on cherche à être visible des médias. Et donc je suis souvent passé dans les médias, à la télévision, pour faire la promotion de cette innovation. Et avant de pouvoir réaliser du chiffre d'affaires, j'ai réussi à convaincre des investisseurs fortunés à croire en ce concept. Donc ils ont investi des montants significatifs. Et ensuite, j'ai pu démarrer. Donc l'activité aujourd'hui a 3 ans. Le lien avec l'Afrique, c'est que lorsque je voyage dans les pays africains, les jeunes qui créent leur entreprise ou qui sont en phase de création ne cessent de me dire « Oui, tu as réussi à convaincre des investisseurs fortunés parce que tu vis à Paris, parce que tu vis en Europe. » Par ailleurs, ces jeunes me disent en Europe, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès aux médias. Et donc j'étais un peu surpris. Et en 2014, j'ai été invité à un événement à Genève où il y avait 500 grands patrons africains, dont Didier. Et dans cet événement à Genève, ce qui est assez remarquable, c'est que c'est un peu le Davos des chefs d'entreprise africains. Ils se réunissent pour parler du secteur privé en Afrique. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a beaucoup de médias qui sont présents, il y a beaucoup de financiers, d'investisseurs, et ces patrons font également du networking. Et donc j'ai parlé à ces patrons en leur posant la question suivante. Mais j'ai eu la chance d'avoir des investisseurs fortunés qui ont investi dans ma start-up alors que je ne réalisais pas de chiffre d'affaires. Pourquoi vous qui êtes donc patron africain, donc vous avez certainement du patrimoine, vous êtes des grands patrons, pourquoi ne le faites-vous pas auprès des jeunes pousses de vos pays? Et les réponses étaient assez marrantes parce que les patrons ne cessaient de me dire « Oui, on aimerait bien le faire, mais le problème c'est qu'on ne sait pas où elles sont. » Et voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une asymétrie d'information parce que les jeunes cherchent du financement et ne savent pas à qui s'adresser. Et les patrons ne savent pas où trouver les jeunes pousses. Et c'est ainsi que j'ai décidé donc de mettre en place cette initiative My African Startup, qui est en soi, au démarrage, une rencontre annuelle des startups africaines. Donc la première édition a eu lieu au mois de mai, où il y a 1200 entrepreneurs venant de plusieurs pays qui ont convergé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et cela, c'était sous l'égide de la Banque africaine de développement. Et c'est aussi un mécanisme Internet digital qui permet à tout jeune entrepreneur de faire le pitch de son projet en ligne. Et nous, notre rôle, chez My African Startup, c'est justement d'aller parler aux médias pour leur dire qu'il y a des belles histoires à raconter et d'aller rencontrer des patrons d'entreprise pour leur dire, voilà, vous avez du patrimoine financier, on peut vous identifier ce qui correspond à vos critères d'investissement. Alors justement, Khalid Jatta, on a vu que les obstacles peuvent être aussi des obstacles culturels. Malgré ça, l'enfant rebelle que vous êtes a franchi toutes ces étapes. Une initiative comme celle de Christian, les conseils de Didier, évidemment, elle est qui demande qu'à promouvoir cette jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous transmettez, vous partagez votre expérience, justement, et votre parcours avec une jeunesse ivoirienne, mais également de la sous-région? Oui, alors ce que j'ai envie de dire, c'est des initiatives louables, ce qu'il fait. Parce que c'est vrai, ce qu'il dit, donc d'un côté on a les startups qui se sentent esselés. Donc en général, quand on est entrepreneur, on est jeune entrepreneur, on se sent très seul. Et puis en face, on a des gens qui sont des potentiels investisseurs, mais bon, qui n'ont aucune idée de qui on est, de ce qu'on fait et des potentiels qu'on a. Donc
Moi, ce que je fais, et je le faisais de façon informelle, mais de façon naturelle aussi, parce que c'est lié à mon parcours, c'est qu'à chaque fois que j'avais l'occasion de rencontrer des jeunes, j'essayais de les pousser en leur donnant des conseils, en leur disant, mais vous pouvez vous lancer, vous pouvez vous lancer. Et depuis quelque temps, j'ai entamé la création de Active, Active qui est une association justement de femmes entrepreneurs, donc qui font déjà une activité, qui n'ont pas forcément besoin d'argent dans l'immédiat, mais qui ont besoin de partager des expériences avec d'autres personnes et puis faire en sorte que se servir en tout cas des bonnes pratiques et éviter toutes les erreurs qu'on commet. Moi, j'en ai commises parce que j'étais seule, donc aujourd'hui, je veux pouvoir partager ça avec d'autres entrepreneurs. Alors justement, Benoît Lebars, comment un cabinet comme le vôtre, Lazareff Lebars, très investi sur le continent africain, peut pallier ces écarts, enfin tout du moins ces écueils, et aider en encadrant justement des jeunes pousses qui ont besoin d'être guidés. Comment cela se passe-t-il concrètement? Alors, d'abord pour un petit témoignage. Cette année, ça fera 20 ans que je travaille en Afrique, donc je suis un jeune entrepreneur africain de 45 ans. Mais comme beaucoup d'entre nous, je pense que dans la tête, on a toujours 20 ans, donc c'est le plus important. Et effectivement, accompagner les jeunes, c'est absolument clé. Je crois qu'aujourd'hui, la manière d'accompagner les jeunes, notamment les startups, mais pas que les startups, c'est de répondre un peu à toutes les problématiques. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'on manque de catalyseurs. C'est-à-dire qu'on a les énergies, on a souvent des personnes qui savent former les jeunes, on a des fonds, on a de l'argent, on a même beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on peut croire, et notamment des capitaux étrangers qui sont prêts à s'investir. Simplement, les personnes ne savent pas où les investir. Donc une des bonnes initiatives, c'est l'initiative que tout le monde connaît au niveau international, c'est le système de la pépinière en fait, qui est un système très simple qui permet de catalyser au même endroit à la fois des capacités juridiques, des capacités financières et des capacités de formation. Donc on connaît tous les différentes pépinières qui ont pu être créées, notamment dans la Silicon Valley aux États-Unis. Ce modèle-là fonctionne. Il a été dupliqué en Europe, il fonctionne aussi. On en a créé plusieurs récemment à Paris, justement pour les technologiques et pour les biotech. Pour l'Afrique également, c'est un vrai enjeu. Donc un des chantiers sur lesquels nous sommes, nous en tant que cabinet d'avocats, c'est d'accompagner en fait des associations d'entrepreneurs ou des organisations plus structurées du type mouvement de dirigeants, d'entrepreneurs plus ou moins expérimentés, à créer des pépinières, soit d'initiatives privées, soit avec l'appui des autorités publiques. Bon, il y a différents projets en ce moment. Vous avez peut-être entendu parler du projet de création d'un amorceur de ce type-là au Sénégal. Il y a un projet également au Ghana, il y a un projet en Angola, avec un soutien des autorités. C'est-à-dire ça s'inscrit dans un vrai programme de développement du pays. Je pense que certains pays ont vraiment pris conscience de cette nécessité. Alors ensuite, en tant que technicien du droit, rassurez-vous, je ne vous ferai pas un cours de droit, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, créer une entreprise, c'est assez simple. Les pratiques internationales pour créer une société sont standardisées. Finalement, la question de savoir si on met plus de capital ou plus de dette, si on a besoin de tel ou tel montant, c'est quelque chose qui est très, très facile à mettre en place. La difficulté qu'on a quand on est jeune, généralement, c'est de savoir quelle société on doit créer, parce qu'on n'est pas forcément très bien outillé ou très bien conseillé sur le plan juridique. Et là, de ce point de vue-là, effectivement, ce qui est utile, c'est d'avoir des endroits où des conseils sont présents de manière habituelle pour vous expliquer les différentes formes sociales et vous aider à les démarrer. D'autres initiatives importantes en ce moment, certains pays travaillent beaucoup, notamment je pense aux pays de l'OHADA, où différents pays ont pris des initiatives pour permettre à des jeunes de créer des entreprises pour des coûts réduits. Le problème surtout, souvent en fait, quand on crée une société, c'est qu'il y a une sorte de coût à l'entrée, une sorte de barrière à l'entrée, qui sont tout simplement des taxes ou des frais de constitution. Bien, certains États ont pris ce problème à bras-le-corps et sont en train de négocier
avec leur propre ministère des Finances pour réduire les taux pour des entrepreneurs de moins de 30 ans et également pour diminuer les droits d'enregistrement. Donc tout ceci se négocie avec les autorités financières et aussi avec généralement les chambres de notaires, parce que dans beaucoup de pays, notamment en Afrique francophone, la constitution de notre société passe encore par les notaires. Et enfin, la dernière chose que je dirais, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, je pense que l'échange en fait des systèmes de droit est très important. En ce qui me concerne, j'ai travaillé dans 43 pays d'Afrique sur les 54, donc je peux dire que j'ai quand même une assez bonne vision des différents systèmes juridiques. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on peut faire de l'entrepreneuriat et on peut signer des contrats solides dans ces 43 pays, en tout cas où je suis allé. Ça veut dire que le droit est là. La problématique qu'on va avoir, c'est sa mise en œuvre et savoir aussi, quand on est un jeune entrepreneur, jusqu'où on peut prendre certains risques. Il y a des conseils à donner dans la manière de démarrer une société pour ne pas faire n'importe quoi, ne pas trop s'exposer personnellement, ne pas trop exposer sa famille ou son patrimoine. Donc ce sont des conseils de départ, mais en tout cas, bon, on pourra en parler un peu plus tout à l'heure. Alors moi je vais vous citer quelques chiffres sans pour autant vous assommer avec, mais juste pour vous démontrer ou vous prouver, mais je ne suis pas sûr que ce soit utile, parce qu'on est tous convaincus, entre 2013 et 2014, les capitaux investis dans les startups africaines sont passés de 12 millions de dollars à 27 millions de dollars. C'est-à-dire on a assisté à un doublement, on a multiplié encore plus que par 2 ces investissements. Il faut savoir que la moyenne à l'époque, en 2013, d'un investissement dans une start-up africaine était de 130 000 euros et aujourd'hui il est de 200. Donc c'est aussi une des explications de ce chiffre. Franck, est-ce que vous pouvez nous faire un peu encore rêver, parce que vous nous avez fait rêver tout à l'heure avec Hayley. Est-ce que vous pouvez nous confesser quelques success stories de votre belle histoire, qui est une jeune histoire. Il faut savoir que Hayley n'a que 12 ans. Et juste pour la petite anecdote, bien en 12 ans, évidemment, cette magnifique pépinière de talent a produit ou a libéré justement ces talents. Yeah, so one of the things we tell our kids is that if you're good enough, you're old enough. And significantly, so we strongly believe that talent is universal and opportunity is not. So let me give you one story. And there are many of these stories, but let me pick one because this particular kid is very special. He's from the DRC. His name is Joseph Munyambaza. We found Joseph in a refugee camp on the east side of Congo, west side of Uganda. Joseph lived in a refugee camp of 23,000 people. His refugee camp of Chiangwari had only 2 schools. And through an NGO that we work with, we found Joseph. And the way ALA operates is that when we admit kids, we do not care whether they can afford to pay fees or not. So majority of our kids are from very poor backgrounds. 70% of our kids are very poor. We believe in investing in the right Africans. So Joseph came to the academy. And as part of the development we give our kids is we send them to speak at conferences. So our kids have spoken at the World Economic Forum, Aspen, the G8, etc. So in this, as part of his entrepreneurship journey at the academy, Joseph decided he wants to build a school in his refugee camp. So in this conference, he pitches for $25,000 to build a primary school in his refugee camp. And as Joseph is speaking, someone goes out, makes a phone call, and when Joseph is finishing his speech, someone comes and gives him $25,000 to build a school. He's 17 at this point in time. So Joseph goes ahead and builds a school in his refugee camp. 400 kids enrolled. Okay? He continues with his journey. He takes a year after ALA. He takes a gap year to continue to work on his project. In the meantime, he's brought in a few of his friends to tutor other young people in the refugee camp. But we get a scholarship for Joseph to go to school in Westminster College in the US. In the meantime, we connect him with Gordon Brown, former Prime Minister of the UK, and Joseph is made a UN Ambassador of Youth. Through that opportunity, he gets to meet Kabila, and he convinces Kabila to increase the budget allocation in DRC and the Ministry of Education from 10 to 20% of the government budget. Because of that, another 1 million kids in Congo go to school for free. He's 20
20 at about 18, 19 there at this point in time. So Joseph continues, but in the process now, he started a program where he takes girls from his program to school in Kampala, gets them scholarships and accommodation. He has taken 155 girls through that program from his refugee camp. His first 15 girls have gone to school in the US to university. He's 21 at this point in time. He's just graduated from university in May. He was voted the best student in his graduating class. Okay? Here's an example of a young leader who, at the age of 23, is doing stuff that all of us in this room will never do in our 70s. And that is the power of strong leaders. If we can develop this kind of young leaders in Africa and empower them, and those of us in this room are giants, if we can be the giants who will kneel down and let them climb on our shoulders to be able to do more, we'll have done a great job. Didier, une success story aussi, parce que tu as dû en voir en 20 ans. Est-ce que tu peux nous confier la plus belle, celle qui va nous faire rêver? En fait, ce qui est extraordinaire dans ce qu'on fait, c'est lorsque vous rencontrez un cadre qui, a priori, a une formation correcte, mais qui n'imagine pas son potentiel développement. Et une fois qu'on le met dans un environnement qui est propice, on révèle en réalité tout son talent. Et c'est l'exemple d'un banquier en Côte d'Ivoire qui est patron d'une grande banque, qui était jeune auditeur dans une des Big Five, assez réservé, mais avec un potentiel extraordinaire, que j'avais interviewé moi-même à l'époque, qui aujourd'hui est un grand patron de banque reconnu, mais qui en plus de ça venait d'une famille assez modeste. C'est ça aussi qui est important, et qui aujourd'hui contribue aussi à un programme qu'on a lancé qui s'appelle Programme Excellence Jeune, où l'histoire de Franck est extrêmement révélatrice du gâchis sur le continent. Et dans une des promotions, on avait pris un jeune Togolais qui venait d'un village isolé du Togo, qui n'avait jamais étudié avec un livre, qui n'a jamais étudié à la lumière électrique, qui parle à peine anglais, mais qui est un des meilleurs étudiants de l'université du Cap aujourd'hui. On avait envoyé une première promotion de 7 Togolais. Je me souviens toujours le premier mail qu'ils nous ont fait quand ils sont arrivés à l'université. Ils ont eu un devoir. Ils ont été cueillis à chaud comme ça. Et ils ne parlaient pas très bien anglais. Et évidemment, ils se sont tous vautrés. Ils ont eu de très mauvaises notes. Et puis, chemin faisant, la fin de l'année, les 7 faisaient partie des 10 premiers de la promotion. Et donc l'école nous a appelés en disant « mais ils sortent d'où? On n'a jamais vu ça, on en veut d'autres ». Donc ce sont des histoires qui sont, je pense, emblématiques du talent que regorge le continent africain, et aussi malheureusement de la déperdition qu'on a en termes de créativité, notamment scientifique. Et dans certains pays, il y a vraiment des talents qui ont une approche scientifique, une approche très structurée, qui sont pour moi des vrais génies de demain. Et quand on s'était rencontré à Abidjan avec Christian lors des assemblées, on racontait l'histoire de ces jeunes Africains qui, en 10 ans, sont partis de conditions très modestes et qui se sont retrouvés à inventer des téléphones portables avec des pièces ramassées dans les dépôts, quoi. Ou à Lomé, l'histoire dont on parlait hier soir de ces jeunes qui ont créé des imprimantes 3D en partant de produits recyclés. Donc en réalité, notre question de fond, comment est-ce qu'on crée un écosystème, on crée un environnement qui permet de stimuler cette créativité, qui permet de servir de levier à ce formidable pouvoir de créativité jusqu'aux startups, où malheureusement, c'est vrai, les grosses fortunes n'investissent pas dans les startups en Afrique. Je ne sais pas pourquoi, et à chaque fois qu'on a l'émission sur RFI 7 milliards de voisins où on invite les entrepreneurs, on lance des appels à chaque fois. Et il y a une belle histoire qui, j'espère, sera concluante, parce que l'émission de la semaine dernière, il y avait un jeune entrepreneur au Gabon qui développait un très beau projet dans le secteur de l'énergie. Et aucune banque ne voulait le suivre alors que son modèle semblait fonctionner. Et le lendemain, le patron de BGFI m'a envoyé un mail en disant « je veux le rencontrer parce qu'on va le financer ». Donc si on arrive à créer cet écosystème vertueux, je pense qu'on va arriver à raconter de plus belles histoires encore chaque année, parce que
finalement, c'est l'histoire de l'Afrique qui s'écrit avec cette jeunesse africaine qui ne manque pas de potentiel. Alors justement, comment peut-on faire pour que vous arriviez, tous les quatre, et d'autres acteurs, ces jeunes pousses, comment peut-on faire, Benoît, pour que vous arriviez à travailler mieux, et ne serait-ce que peut-être commencer à travailler ensemble, parce qu'on a compris ce besoin, on a compris cette envie des jeunes pousses et ces pépites africaines, mais on a l'impression qu'il y a un petit problème pas de démarrage, mais justement de fédération de talents et de compétences. Alors, parce que je dis souvent qu'en Afrique, on reproche souvent que ça ne va pas assez vite, mais on oublie souvent l'histoire de l'Europe. L'Europe ne s'est pas fait en 10 ans. Là, souvent, on demande à l'Afrique de faire en 5 ans ce que l'Europe a fait en 50 ans ou 100 ans. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens technologiques aujourd'hui, mais souvent, j'ai envie de dire, mais laissez-leur le temps, quoi. Former un jeune, ça prend 15 ans, normalement, ou au moins 10 ans. Avoir un écosystème économique qui fonctionne, ça prend plus, parfois moins s'il y a une volonté politique durable. Et ça, c'est un autre sujet qui a été débattu pendant les différents séminaires. Mais enfin bref, je crois que travailler ensemble, c'est pas tellement la difficulté. Les rencontres comme aujourd'hui sont des moments très importants. C'est pour ça que moi, je suis ravi d'être là et de rencontrer des opérateurs qui font complètement autre chose que moi. Et c'est complètement ma philosophie. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, le développement de l'Afrique se fait par la capacité de professionnels de différents métiers de travailler ensemble. Il faut être capable de travailler comme un ingénieur, en mode projet, en ayant quelqu'un qui va faire la partie technique, quelqu'un qui va faire la partie financière, quelqu'un qui va faire la partie juridique, quelqu'un qui va faire la partie marketing, etc. etc. Parce qu'on a besoin des différents métiers. Et pour faire une success story, comme vous le disiez, il faut avoir des bons dans chaque secteur. Et c'est la complémentarité qui fera la réussite. Et les grandes histoires, les grandes sociétés contemporaines, les grandes multinationales, sont des histoires finalement de personnes qui ont été capables de mobiliser des gens, de faire qu'ils savent travailler ensemble. Donc effectivement, ce sont des rencontres comme ça. Après, ce sont des rencontres telles que vous allez organiser à la fin de l'année, les grandes conférences interdisciplinaires. Je crois assez peu personnellement aux rencontres sectorielles. C'est-à-dire une conférence d'avocats, c'est super, on parle de droit, c'est très amusant intellectuellement, mais franchement, ça ne fait pas avancer l'Afrique. Franchement. C'est utile si on veut faire un rapport sur un domaine technique pour aider dans un domaine particulier. Comme par exemple, en ce moment, les financements de projets publics, donc hôpitaux, écoles, etc. Donc il y a pas mal d'initiatives dans ce domaine-là. C'est bien. Mais on se rend compte aussi que quand on est tout seul, ça ne fonctionne pas. Par exemple, un projet public, il y a un aspect juridique fort, c'est du droit public, institutionnel, international, mais il y a une partie financière très importante également. Donc vraiment, c'est un travail, finalement, c'est plus un binôme qu'une activité indépendante. Donc c'est vraiment ces moments-là, et puis vous le savez, vous me connaissez depuis quelque temps. Moi, je suis aussi un enseignant, je suis un académique en même temps qu'un praticien, et je crois à ça. Je crois qu'il faut aussi que les professionnels s'impliquent pour délivrer du savoir. D'accord ? Il faut savoir, en tant que professionnel, de temps en temps, s'arrêter, donner des jours, donner du temps, pour expliquer aux jeunes comment faire les choses, pour les former, pour leur expliquer des expériences, pour leur dire ce qui est une bonne pratique, mais aussi les erreurs que nous avons faites. Nous sommes leurs aînés, d'accord ? Nous avons fait des erreurs en tant qu'entrepreneurs ou dans notre vie, plus généralement. Eh bien ça fait partie de la formation. La formation, c'est aussi la culture du savoir-faire, du savoir-dire aussi, comment s'exprimer, respecter l'autre. On en parlera tout à l'heure. Je voulais vous montrer mon magazine. Ça, c'est le magazine du cabinet. Alors, vous allez me dire, c'est un magazine de quoi, ça ? Alors, ce magazine, vous le verrez, il est dehors, il est gratuit, vous pourrez le prendre sur la table. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce magazine il y a 5 ans ? C'est un magazine international, droit des affaires en Afrique. Dans ce magazine, on a 30% de droit et 70% d'autres choses. Et ces 70% d'autres choses, c'est quoi ? C'est par exemple, à chaque fois, un artiste. Vous voyez ici, on a les œuvres d'une artiste, et à chaque numéro, c'est un artiste différent. Pourquoi ? Pour faire comprendre la culture africaine vivante aujourd'hui. Ce que font les gens, d'accord, les créateurs africains. Donc ça peut être de la sculpture ou autre. Et puis après, le reste, ce sont des partages d'expériences.
On invite un entrepreneur, on invite un représentant de la société civile à expliquer ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ce qui marche moins bien, pour partager ça, parce que c'est très important. On apprend autant finalement des expériences des autres, pas forcément dans son secteur d'activité, que de revues spécialisées, je pense. Et alors dans le prochain numéro de Mida, justement, je suis certain que l'interview des 4 panélistes sera évidemment associée et évidemment recueillie. Christian, de quel domaine d'activité, plus exactement, viennent les candidatures, enfin, tous ces dossiers que vous recevez? Pouvez-vous, en quelques mots, nous décrire particulièrement quel domaine d'activité est prisé plus qu'un autre? Et tous les secteurs sont concernés, évidemment. Au mois de mai, entre 25 et 30%. C'était dans les TIC, voilà, l'Internet et le mobile, mais il y a beaucoup de services financiers, l'éducation, l'agriculture, mais vraiment tous les... La santé qui sont... La santé aussi, parce que l'objectif, c'est d'avoir des critères. Donc il y a 3 critères principaux. Enfin, le premier, c'est des projets innovants, des projets qui peuvent éventuellement avoir un impact en termes de création d'emplois. Et troisièmement, la résolution de problèmes locaux. Mais vraiment, tous les secteurs sont concernés. Souvent, on rencontre des startups qui innovent en Afrique et les modèles peuvent être dupliqués en Europe. Mais l'inverse est également vrai. On a des modèles qui sont créés dans le Nord et qui sont ensuite dupliqués dans le Sud. Et d'ailleurs, dans cette salle, il y a un entrepreneur ivoirien qui est, enfin, je ne sais pas s'il peut se... Eh bien, si, bien sûr. Ah, EasyCab. Donc, voilà. Est-ce que l'on peut transmettre un micro à un entrepreneur ivoirien qui nous a rejoint aujourd'hui? Alors, je ne sais pas, vous connaissez la société Uber? Et donc, il a créé le Uber ivoirien. Et peut-être un petit peu plus facile, peut-être en ce moment, de créer Uber en Côte d'Ivoire qu'à Paris. Donc, bonjour, Nicéphore Laglo. Comme Christian le disait, on a créé EasyCab d'abord à Paris. Puis, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une réelle opportunité en fait, à aller le créer en Afrique. Puisqu'en allant lors d'un séjour sur Abidjan, je me suis rendu compte en fait, de la difficulté de pouvoir se déplacer dans certaines conditions bien spécifiques. J'avais un rendez-vous d'affaires, donc j'étais assez bien habillé, il s'est mis à pleuvoir, il a fallu que j'aille chercher un taxi. Je me suis retrouvé en fait avec de la boue un peu partout. En plus, il faisait chaud, je suis arrivé en sueur. Un truc assez horrible. Donc je me suis dit, je fais la même chose à Paris, pourquoi pas à Abidjan? Et donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à la chose, à commencer à regarder, essayer de comprendre l'écosystème, essayer de voir quels étaient les acteurs présents. Et petit à petit, le projet a commencé à prendre forme. Et aujourd'hui, il est devenu réalité, puisque nous sommes à Abidjan depuis le mois de novembre. Et voilà, c'est une activité qui démarre. Donc on est encore dans la phase de rodage, mais on espère très rapidement pouvoir passer à la phase d'après, c'est-à-dire attaquer le grand public. Alors, donc aujourd'hui, ça représente combien de chauffeurs Aujourd'hui, on travaille en fait nous avons une équipe en interne, puisque le modèle d'Uber, il faut le reconnaître, c'est beaucoup d'indépendants. Nous avons un modèle qui est hybride, c'est-à-dire nous avons des chauffeurs en propre, et nous travaillons aussi avec des partenaires locaux, et surtout nous accompagnons beaucoup à la formation des chauffeurs sur place, puisque c'est vrai que nous avons acquis un certain savoir-faire sur Paris, qu'on souhaiterait en fait voilà, standardiser un petit peu en fait, dans la manière en fait, de transporter les gens. Donc on a plusieurs personnes qui ont été formées via notre programme, mais qui aujourd'hui ne sont pas tous en action, que nous préparons en fait, pour l'étape d'après. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un nombre qui va aller crescendo, je pense. Bien, merci de votre témoignage. Je pense que des maires de villes du Sénégal qui ont passé les 3 jours avec nous ne seront pas insensibles à cette opportunité. Je pense notamment à Talassila, le maire de Thiès, qui nous a fait l'amitié d'être parmi nous. Je pense qu'effectivement, certaines villes du Sénégal qui sont parfois très encombrées, enfin je pense un peu à Dakar, mais évidemment d'autres villes. On y pense très rapidement. Après écoutez, Abidjan, ce monsieur est donc Dakar disponible à la suite de notre rencontre. Franck, une question pour vous, qui est à peu près la même que celle que je viens d'adresser à Christian.
votre mode de recrutement est très original. Les droits d'inscription, c'est aussi assez incroyable puisque des bourses sont délivrées aux étudiants. Quelles sont les motivations premières et vers quel domaine, pratiquement la même question, domaine d'activité privilégié par les étudiants qui rejoignent LA justement? Yeah, so our kids, one of the most things very distinct, one of the things we look for in our children is how passionate are they about the continent? How passionate are they about their communities? Are they committed to coming back to Africa? I mean, we send 80% of them to school in the US. Are they committed coming back to Africa? And just to give you an example, our class of 2008 who just graduated from university last year in 2014, 75% of them about are back in Africa already working. So we have no problem with getting our kids back. The sectors are varied. We believe that for Africa to progress, we need ethical and entrepreneurial leaders in government, in the NGO space, and in business. And our model of entrepreneurship is not, we don't teach entrepreneurship as being something that only business people do. We need entrepreneurs in NGOs. We need people to think creatively about how to solve African problems. We need entrepreneurs in government. Because part of the frustrations of dealing with governments now is that there's only one way of doing government things. There must be different ways of doing it. So we believe in multi-sectoral development of African leaders, but also for these young leaders to see Africa as their home, not just their countries. So I'd love to see the young man from Abidjan to go and start his business in Nairobi. There's absolutely no reason why he cannot go to Kenya or Tanzania. And that's what we need to be looking at, is how do we enable young people to see Africa as an opportunity and not just their countries. Alors, le temps des questions est venu. J'espère que vous êtes curieux et impatients de poser des questions à nos panélistes. Les micros, il y a une première question de M. Talasila. Voilà, le micro est juste derrière vous, Monsieur le maire. Je voudrais d'abord dire 5 fois bravo. Un spécial bravo à vous qui avez organisé cette Global Conférence. Vous savez, nous avons entendu des histoires, de belles histoires. Je pense que le but, ça doit être de ne plus avoir à entendre des histoires. Quand le phénomène sera tellement répandu, concernera tellement d'Africains, tellement de monde, que finalement il n'y aura plus besoin d'inviter des, on va dire, phénomènes pour raconter des histoires. Il y a un proverbe chez nous qui dit « Le marchand d'ombre fait faillite dès la tombée du jour ». Pourquoi? Parce que de l'ombre, il y en a partout. Vous savez, au-delà de ces expériences personnelles, de ces réussites personnelles, de ces initiatives personnelles extraordinaires, nous avons un problème beaucoup plus global. Vous parliez de catalyseur, Monsieur Lebar. C'est le problème du leadership. Comment faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas la chance, disons, de rencontrer quelqu'un capable de les porter, de les aider, de les encadrer, comment faire pour, au-delà d'un mérite personnel, créer les conditions et les possibilités du mérite pour que l'Afrique, de façon générale, puisse bénéficier justement de ce qui a pu être fait à certains endroits par certaines personnes exceptionnelles. C'est pourquoi j'ai parlé de leadership. Je voudrais en profiter, puisque, mon cher ami, j'ai un vol, pour rendre hommage, parce que c'était un jeune, M. Dansokho, qui, avec d'autres Africains, à l'heure historique de Bandung et de la désintégration du système colonial, ont cru que leur devoir était de porter devant les masses de leur pays le problème de l'indépendance nationale. À l'époque, c'était leur combat, c'était les start-up de l'époque. Il est toujours là pour nous accompagner. Je pense que nous devons, par notre réussite, lui rendre hommage. Aujourd'hui, le combat se fait sur d'autres bases.
Le combat se fait dans le domaine, dans le champ de la science et de la technique, dans le champ numérique de l'avenir possible. Et vous êtes des porteurs de ce combat. Maintenant, je finis par vous raconter une histoire pour dire que le combat aussi se trouve ailleurs. Quand en 1591, l'Empire Sonrai a été vaincu par une simple armada marocaine de 3000 hommes, Askia Isaac II pouvait opposer plus de 30 000 hommes. Mais à l'époque, la corruption, la tricherie, le vol et le mensonge étaient tels que l'Empire était mûr pour crouler. Nous avons un problème de leadership. Il faut le regarder de près si nous voulons que ces expériences ne tombent pas à l'eau. Merci. Bon. Alors, merci Talla. Bon vol peut-être. Bon vol, bon retour et à bientôt surtout. Une question, voilà, au fond là-bas. Bonjour messieurs et merci. Willy Mboukem, étudiant en finance, créateur d'une association Demain c'est nous qui fédère les initiatives panafricaines en France et sur le continent. Donc quand on est un jeune entrepreneur, on a deux problèmes fondamentaux, le financement et la communication. Ici on a le financement, on a la communication avec My African Startup, on a la recherche, le leadership, l'excellence féminine et africaine en plus. J'ai juste une question et peut-être la réponse se trouve dans le vêtement de Monsieur Bazin. Où est la place d'un de nos nouveaux partenaires majeurs à cette table ronde, à savoir la Chine, puisque aucune contrée sur cette terre ne s'est développée toute seule. Even if aujourd'hui, et c'est magnifique, on a une table ronde où on parle d'Afrique avec des Africains, et monsieur Le Pars est un Africain, even if nous avons ce partenaire majeur aujourd'hui, où est sa place et comment allons-nous l'intégrer dans les relations, car ils ont été au même niveau que nous et aujourd'hui peuvent nous apporter des réponses. Alors Franck va répondre et après je proposerai à Didier d'apporter une contribution à votre question. Merci. Yeah, I have a different view on how I think we need to look at that. I think before we even go look at China, we need to look at ourselves. We only trade 15%, only 15% of trade by Africans is within Africa. Less than. And I think before we go and look elsewhere, before you go and clean your neighbor's house, you clean your own house first. How do we get Africa functioning? Why should Nigeria import tea leaves or milk from the Dutch, from Netherlands? Why can't they get their milk from South Africa or Tanzania, for example? I think we've got a bit of a mentality issue in Africa where everything that comes out from outside Africa is better than what we develop within. And I think there's a need for us to develop a lot more confidence in our own institutions, in our own creations. So before we even go to China, I'll be a bit controversial and say, what are we doing internally for ourselves? Didier, merci. Merci. En fait, je crois que la question de notre ami, c'est de regarder ce qui se fait de bien ailleurs et qui peut aussi servir d'inspiration, comme ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui, où Kagame estime qu'il est le Singapour africain. Bon, il peut être le Rwanda africain, mais il a décidé de regarder l'exemple singapourien qui est un modèle assez achevé en tout cas au niveau économique, et le Rwanda change rapidement. Donc dans ce sens, c'est intéressant de voir ce que font les autres et voir comment on peut le faire ensemble, parce que c'est un monde globalisé où personne ne fait rien de caché, personne ne fait rien sur l'autre. Comme ce matin, lorsqu'on prend un avion, on survole des continents, on passe d'un point A à un point B sans regarder ce qui se passe en dessous. Donc, le monde est globalisé. Et pour répondre un petit peu à ça, on a pris l'initiative avec un ami, Paulo Gomez, parce qu'à force de dire l'Asie était derrière l'Afrique dans les années 60, la Côte d'Ivoire a aidé Singapour à rentrer aux Nations Unies, le Ghana prêtait de l'argent à la Corée du Sud, ce qui est vrai, avec un PNB par habitant supérieur à l'époque en Afrique, il s'est passé quelque chose. On s'est dit, au lieu de raconter des histoires, créons une plateforme, et donc nous avons créé une chambre de commerce à Singapour qui regroupe des patrons africains, des patrons d'Asie du Sud-Est, qui échangent les pratiques pour voir ce qui se fait de bien ailleurs, sur les deux continents, et partagent des expériences avec des projets d'investissement croisés. Donc je crois que c'est des dynamiques de toute façon qui sont inéluctables, qui permettent aussi à l'Afrique d'accélérer sa transformation, parce qu'au moins ça montre que la transformation, c'est plus en 1 ou 2 siècles comme ça s'est fait après la révolution industrielle, mais ça se fait sur des échelles aujourd'hui de 20 ans,
à l'instar de l'Asie qu'il a fait sur 30 ans, et puis les pays du Golfe, où on le voit, où des déserts sont devenus des oasis, sont devenus des créations économiques et industrielles. Donc ça veut dire que ça peut être beaucoup plus rapide, et en ça, ce modèle de comparaison intéressant et ces modèles de partenariat sont intéressants à étudier. Mais comme le dit Franck, c'est d'abord nos réponses africaines qui doivent nous guider. Et le problème de la Chine, c'est que l'Afrique n'a pas de stratégie. La Chine a une stratégie, et il est temps qu'on ait une stratégie africaine. Une autre question. Madame, madame, s'il vous plaît. Une question très très courte. Comme toujours, Marie-France. Merci. Excusez-moi. Moi, ce n'est pas une question, c'est toujours une contribution. Parce que quand il y a des choses qui se font, ça nous fait réfléchir aussi. On est là pour réfléchir et avancer. Essayez au moins une fois une question, Marie-France, pour nous Non, faire plaisir. mais non, c'est une contribution. Prochainement, ça sera une question. Ah non. Moi, j'allais dire ceci. D'abord, moi, je vous félicite aussi tous, parce que c'est un effort louable et il n'y en a pas toujours. Mais moi, ce que je vous demande, au Congo, chez moi, la RDC, il y a 2 ans, on avait organisé un forum international pour les jeunes, donc les jeunes entrepreneurs. Ça a créé un consortium panafricain des jeunes entrepreneurs. Je ne suis pas là-bas pour suivre ça, donc je ne connais pas la réalité aujourd'hui. Mais ce que moi je suggérerais, l'effort que vous faites là, essayez de faire des forums internationaux ou interafricains pour aider aussi les autres jeunes à savoir comment vous vous êtes pris, comment évoluer et comment commencer. Parce que le grand problème, c'est comme on a dit, le leadership. Il y en a qui ont des capacités, mais ils ne savent pas comment commencer. Mais quand on échange, comme madame a dit, avec les autres, les jeunes Africains, ils peuvent emmener une autre donne et complémentaire au développement de l'Afrique. C'est très important. Mais oui, mais alors justement, vous pouvez éventuellement poser une question, soit à Franck, soit à Didier, soit à Christian, à Benoît, pour les interroger. Pourquoi cela ne se fait-il pas? Je transforme mon intervention en question. Est-ce que cela est possible et faisable? Parce que je pense que c'est possible. Je savais que j'y arriverais à vous faire poser une question. Voilà, merci. Je peux répondre si tu veux. Je pense que la première réponse est de dire invitez-nous à venir. Sur des événements comme ça, vous voyez, des rencontres comme aujourd'hui, c'est simplement la transmission de l'information. Le problème, c'est qu'un grand pays comme celui dont vous venez de parler, très souvent, on ne sait même pas que ces événements ont lieu. Alors que la plupart d'entre nous, nous voyageons tout le temps. Si on nous invite, nous venons au contact des jeunes pour les aider. Donc invitez-nous et nous serons ravis d'aller échanger des expériences. Il y a 2 ans, j'étais à la conférence internationale des femmes entrepreneurs, où on a commencé à travailler justement avec les femmes africaines entrepreneurs sur des problématiques de formation, sur des problématiques d'organisation, comment je gère ma maison en même temps que mon entreprise, comment je gère ces problématiques très concrètes. Ce n'est pas du tout de la technique, là, c'est de l'organisation. Et effectivement, je pense qu'au moins sur ce panel, vous avez des personnes qui sont prêtes à venir répondre présentes pour vous aider, échanger des expériences, des bonnes pratiques et des conseils. Un petit mot. Voilà. There's an organization called the African Leadership Network that you should look out for. Africa Leadership Network. Ou Africa 2.0. En fait, ça se fait, ce genre de forum. Et moi, j'y vais, je donne du temps dans ces forats, généralement, dans beaucoup de pays. Mais qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'on a dit aux jeunes, vous pouvez, on a des exemples, après, il n'y a plus l'écosystème pour les accompagner. Donc, les incubateurs, c'est une réponse. Les centres de formation, c'est une réponse. Les fonds d'appui aux jeunes, si c'est bien utilisé. Les jeunes, en fait, après, ne savent plus quoi faire. Mais c'est déjà une première étape, c'est vrai, de pouvoir faire ces conférences. Merci Didier. Bob, non, pas à chaque fois. Daniel. Toute petite question? Après Daniel. Daniel Kamelgarn, Fondation Africa France. Oui, vous avez surtout traité de 2 leviers en fait, la jeunesse et la formation, et financement et comment les amener. Et puis on voit que la discussion finalement tourne sur le 3e levier, je dirais, qui est comment organiser les échanges de savoir-faire et le transfert de savoir-faire. Enfin, voilà. Et ça, c'est vraiment les 3 piliers sur lesquels... Mais n'est-ce pas le rôle, justement, de la Fondation Africa France? Tout à fait. Enfin, on a fait de ces 3 piliers, en fait, le cœur de la Fondation. Le 3e, c'est peut-être le plus compliqué à organiser. C'est ce qu'on essaie de faire à travers la mise en place de clusters qui réunissent des entreprises et des acteurs français et africains. Et on espère que, comme ça,
l'échange va se produire et qu'il y aura des transferts de technologie dans les deux sens. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Robert, toute petite, la question. Just a very quick question to Frank Aswani. Just curious, I'm from the U.S. Why do you send your students to the U.S. Rather than France or Germany, the Netherlands, Italy? Very nice question. Thank you so much. So that's a very, very good question. Yeah. We get it all the time. The reason because American schools give us financial aid. They give us scholarships, by the way. That's the only reason why. And we'd love to send our kids to schools across. So I'd love to send more kids to France. I'd love to send more kids to study in Japan. But that's the reason why. Thank you, Frank. Dernière question. Okay, maybe also they want to go to US. Just Christian, je vous ai croisé en mai lors de votre conférence. Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Je suis Maguette Wade, maire de la ville de Mékhé, 23 ans, Banque africaine de développement et secrétaire général de l'Association des institutions africaines de financement du développement. Donc nous nous côtoyons depuis près de 20 ans. Et il fait du bon travail et je tiens à le féliciter et à l'encourager ici parce que c'est la première fois qu'on se rencontre en dehors de l'Afrique à une conférence. Je vous ai vu et la question c'est très simple. Si vous avez choisi les assemblées annuelles de la BAD, c'est que vous vouliez une plateforme pour positionner votre organisation. Et je pense qu'il faudrait aller vers un fonds de financement. Est-ce que vous avez pu faire des avancées considérables sur ce? Si on constate que, s'il vous plaît, juste parce que c'est important ce qu'il fait, les goulots d'étranglement, vous avez le manque de volonté politique, vous avez la frilosité des banques, et je crois que M. Mistralet qui est là pourrait répondre à cela, et vous avez aussi la faiblesse dans la mutualisation des efforts. Et je pense qu'il faudrait un steering committee pour ce African Startup où vous mettrez des gens de valeur comme ce que je vois ici pour parvenir à lever un fonds d'appui et d'accompagnement des startups. Où en êtes-vous? C'était justement une des finalités de cette initiative. Si on a choisi la Banque africaine de développement, c'est parce que cette institution organise chaque année un événement. Et c'est aussi pour des économies d'échelle. Il y a énormément d'événements qui ont lieu, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu autour de l'entrepreneuriat en Afrique, mais il fallait le positionner comme un événement de référence et une rencontre annuelle. Avec la Banque africaine de développement, la chance que l'on a, c'est que c'est un événement qui attire des médias, qui attire des financiers. Donc, greffer cette rencontre des startups lors de cet événement international semblait pertinent. Par rapport au financement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le chaînon manquant lorsqu'on crée une start-up, c'est le financement. Et donc il y a deux manières de faire. Soit vous avez des personnes physiques, des business angels, donc des personnes physiques qui vont croire en vous et vous financer avant même que vous ne commenciez à générer des revenus, ou alors il faut un véhicule d'investissement. Effectivement, la Banque africaine de développement, c'est son rôle. La Banque africaine de développement, aujourd'hui, a souvent travaillé sur des très, très grands projets. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir créé cette initiative a permis aux différentes parties prenantes de l'institution d'être sensibilisés sur les jeunes pousses. Et ils considèrent tous que l'objectif, justement, c'est que ces jeunes entrepreneurs qui vont être soutenus à travers notamment un fonds seront probablement les grands patrons de l'Afrique de demain. C'est l'objectif. Merci Christian. Lisa, la question après. Le temps est venu d'abord, je vous remercie évidemment tous les 5. Je vais vous demander de rester avec moi, je vais vous demander de rester avec nous. Le temps est venu de vous présenter une initiative que les Ateliers de la Terre ont souhaité mettre en place à l'occasion de la COP21 qui aura lieu, je pense chacun l'a compris, à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain. L'idée est venue très simplement suite à un constat et une photographie. Souvenez-vous, 2009, Jean-Louis Borloo, à l'époque, était ministre de l'Environnement en France et il nourrissait beaucoup d'espoir sur une issue favorable aux négociations autour du climat à Copenhague. Et
On a toujours été gênés aux Ateliers de la Terre, puisque nous avions reçu à cette occasion, en 2009, à l'occasion de la 4e édition, Jean-Louis Borloo. Et quelque chose, par la suite, à Copenhague, nous gênait, mais pour ne rien vous cacher, on n'avait pas saisi, on n'avait pas compris ce qui nous avait gênés. Georges et moi en particulier, et toute l'équipe. Et puis c'est venu naturellement en regardant de nouveau les photos de Copenhague. Et si vous vous souvenez bien, sur cette photo de famille, il y a un homme de couleur, un noir. Alors certes, c'était Barack Obama, certes à l'époque il est le premier pollueur du monde, mais c'est gênant. Vous retrouviez sur cette photo Gordon Brown, Angela Merkel, M. Silvio Berlusconi, M. Sarkozy, M. Medvedev, qui à l'époque faisait un intérim au nom de M. Poutine, et M. Lula. Il n'y avait pas d'Africain. Il n'y avait pas sur cette photo un Africain. Ça nous a gênés et on a compris, l'été dernier, Georges et moi, ce qui nous avait dérangé à Copenhague. Et on a souhaité organiser, proposer, réaliser, avec des partenaires dont je vous citerai les noms, et en premier lieu l'Hôtel de l'Industrie à Paris, avec son président qui est Olivier Mousson, qui est tout près d'ici, qui est là. Nous avons souhaité proposer que le cœur des Afriques, pendant cette COP21, puisse battre au cœur même de la capitale française. Il ne s'agit pas de faire un événement dissident, il ne s'agit pas d'être en concurrence avec ce que le groupe Hopscotch, avec qui évidemment nous travaillons aujourd'hui, les Ateliers de la Terre, Public System, fait au Grand Palais. Solution COP21, c'est remarquable. Monsieur Mestralet en parlera, puisque c'est un des partenaires de cette opération. Ce qui va se passer au Bourget, c'est remarquable. Il n'y a aucune prétention de notre part. La seule ambition que nous avons pendant ces 9 jours, du 2 au 11 décembre, place Saint-Germain-des-Prés, c'est de donner la parole à une Afrique innovante, une Afrique performante, sur des thématiques comme la santé, la sécurité, le droit en Afrique, la mobilité, l'agriculture, la femme. Dieu sait comme elle est importante, essentielle, la femme africaine. Sur l'éducation, bien sûr, sur la formation. Et je suis très heureux de pouvoir vous dire et vous confirmer et vous annoncer et vous informer que, un peu pour vous répondre, monsieur, ces 5 personnes qui sont autour de moi, eh bien, elles seront là en décembre, à nos côtés, que ce soit Hélé, que ce soit Didier, que ce soit le cabinet Lazareff Lebars, que ce soit Christian, puisque nous allons accueillir 100 start-up. Les Ateliers de la Terre vont inviter pendant 9 jours 100 start-up à venir présenter leur business model, à venir partager, à venir irriguer de cette énergie, de cette force africaine. Et il nous a semblé que l'histoire, parfois, nous réserve des surprises. Bonaparte, qui était encore consul, avec Lebrun et Cambacérès, en 1801, avait décidé d'ériger et de faire construire cet hôtel particulier, place Saint-Germain-des-Prés. Dans un but unique, qui était de promouvoir l'industrie française vers d'autres pays, vers l'Allemagne, vers l'Angleterre. On était bien avant les révolutions industrielles qu'on a connues au XIXe siècle. Et pour autant, aujourd'hui, ce qui nous a semblé, et c'est l'ADN des Ateliers de la Terre, et c'est notre façon de contribuer le plus modestement possible à cette évolution, à ce développement, juste à cette belle histoire. Parce qu'on aime raconter des belles histoires. Et Tala a raison, il va falloir arrêter de raconter des histoires. Mais moi, je ne me lasserai jamais de raconter de belles histoires. C'est pour ça que j'ai fait ce métier pendant 30 ans de journaliste et que je continue à raconter de belles histoires. Et cet hôtel particulier qui va nous accueillir pendant 9 jours, j'ai trouvé qu'il était merveilleux d'inviter les Africains qui seront là, qui seront au Bourget, les présidents, les délégations, les pouvoirs publics, les ONG. Là battra le cœur des Afriques. Et j'ai trouvé merveilleux que 214 années après ce qui a germé dans l'esprit de Bonaparte, de Cambacérès et de Lebrun à l'époque, j'ai trouvé merveilleux qu'Olivier Mousson nous propose de nous accueillir et d'accueillir les Afriques. Et que justement cette Afrique innovante et performante puisse
apporter avec tout son cœur, toute sa générosité et toute son intelligence cette Afrique nouvelle et cette Afrique qui en fait a toujours existé. Alors, oui, nous allons traiter des questions juridiques avec le cabinet Lazareth Lebars. Oui, nous allons traiter de la place des femmes avec Marilyn Yave et l'Étoile d'Afrique avec les Green Ladies. Oui, nous allons travailler sur les NTIC avec le groupe Atos. Oui, nous allons travailler sur les énergies avec le groupe de Gérard Mestralet. Nous allons aussi travailler avec des entreprises, des partenaires de Kinshasa, SRJ International, Sylvie Rouault, merci. Nous avons travaillé avec des magazines africains, des journaux africains, les Dépêches de Brazza, Géopolitique africaine. On a des partenariats avec Forbes Afrique, avec Le Monde, avec des médias. Canal Plus Afrique nous suit, oui. Pendant 9 jours, faites-nous tous le plaisir de nous rejoindre pour chaque matinée débattre d'une thématique chaque jour et l'après-midi venir communier, partager encore une fois et transmettre ce que vous savez à ces jeunes, à ces pépites, à ces petites merveilles d'entreprises africaines qui, comme, et j'espère que nous avons été clairs, et je ne doute pas, au-delà de la clarté de notre propos, de l'attention que vous avez portée et de ce que vous avez pu entendre, mais ces startups, pour certaines, ont vraiment besoin de mutualiser et leur savoir-faire, et c'est à nous de le faire savoir. Je vais vous donner une anecdote. J'étais à Bordeaux, il y a 2 mois, pour la journée des diasporas. Et quel bonheur de croiser une dizaine, je crois, une dizaine de startups africaines. Et Arthur Zang. Arthur Zang, c'est un jeune Camerounais qui a créé un cardiopad. Pourquoi? Parce que il s'est rendu compte qu'il y avait, sur 20 millions d'habitants au Cameroun, 50 cardiologues. Donc le cardiopad, je le fais très vite, c'est un système de transmission de données qui, que vous soyez dans n'importe quel coin du Cameroun, vous permet de informer, de transmettre à un cardiologue un état d'un patient. Arthur Zang a gagné tous les concours, il a été récompensé par Rolex, alors je vais donner des noms parce que, comment ça s'appelle, Microsoft, il a gagné des dizaines de milliers de dollars. Et puis, au moment de fabriquer ces cardiopads, de faire fabriquer ces cardiopads, il s'est tourné vers la Chine justement, qui effectivement, je vous remercie d'avoir fait remarquer que mon vêtement était un peu chinois. Mais simplement, en se tournant vers la Chine, il fait fabriquer 100 cardiopads. Eh bien, à Bordeaux, il y a 2 mois, et j'espère qu'il a trouvé la solution, il lui manquait 10 000 € pour les rapatrier au Cameroun. C'est ballot. C'est ballot. Et je pense que c'est là, c'est à cet instant précis que les startups africaines, comme toutes les startups du monde, mais on a choisi l'Afrique parce qu'on aime l'Afrique. Et puis on se dit que l'Afrique nous aime aussi, donc voilà, autant ça fait un jeu. Et c'est vrai que j'ai certainement oublié de dire encore plein de choses, mais on a envie de réussir ce pari. On a envie de le réussir avec l'Hôtel de l'Industrie. On a envie de le réussir avec Aminata, qui est avec nous, qui est à nos côtés depuis le début sur cette magnifique aventure. On a envie de le réussir tout simplement parce que ces jeunes pousses le méritent. Et puis si on aura ne serait-ce que contribué infiniment à les aider, eh bien, on aura fait un petit bout du chemin. Voilà, alors je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions sur ce projet qui s'appelle le Lab, qui signifie Land of African Business. Il fallait intégrer la notion de business. Au départ, on a imaginé et souhaité s'appeler la Maison des Afriques. Et puis on m'a expliqué qu'il y avait déjà une Maison de l'Afrique en France. Et petit clin d'œil à Christine Chantereau, qui doit être dans la salle, la secrétaire générale de la Maison des Afriques. Et Dieu sait, avec le CIAN, avec la Maison de l'Afrique, avec des partenaires aussi merveilleux, et j'en oubliais, mais on aurait dû afficher normalement l'ensemble de nos partenaires, mais si la régie veut bien m'indiquer, non?
Bon, je vois plus rien. Enfin, je vois pas. Hein, Voilà. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Et on peut revenir sur le débat d'avant si vous voulez, mais je me devais de communiquer cette information, de la partager encore une fois avec vous. Et vous aurez remarqué que le mot partage revient souvent dans mon propos. Mais sur l'Afrique, on n'en serait pas là. Nous, vous êtes les terres, et puis tout le reste. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais prendre monsieur là-bas. Il est debout, le micro. Ah ben non, si vous avez le micro, non, pardon, allez-y, pardon. Merci, Eric. Je suis Keyen Dogo, je suis là pour l'ambassade du Cameroun. Je suis heureux de constater d'ailleurs que votre background rejoint le mien. Je n'étais pas supposé être là. Mes collègues qui étaient supposés représenter l'ambassade ont eu d'autres obligations et on m'a proposé de venir. Je suis donc très heureux de remercier les organisateurs, à commencer par vous-même, d'avoir associé l'ambassade du Cameroun et le Cameroun à cet événement. Cela dit, je suis un peu gêné et vous avez dit que cet événement que vous proposez pour l'Afrique et pour lequel Aminata a déployé tout son talent pour nous convaincre à y participer, je suis quand même un peu gêné tout de même parce que on nous annonce le COP21 du 30 au 11 décembre. Et cet événement intervient du 2 au 11. Alors, moi, vraiment, je suis embêté parce que, qu'on le veuille ou non, ils seront en concurrence. Et nous, on aurait aimé, effectivement, participer à ces deux événements. On aurait aimé, effectivement, voir l'un des deux événements contribuer au succès de l'autre. Bon, je n'ai pas encore le calendrier exact de ces deux événements, comment ça va se dérouler concrètement. Est-ce qu'il y aura une possible interaction? Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, est-ce qu'il est trop tard pour reprogrammer cet événement? Merci. Alors, très très sincèrement, oui, il ne sera pas reprogrammé parce que j'ai omis de vous livrer un détail qui a son importance, c'est que le lab est, quoi qu'il arrive, amené au fil des COP à suivre les COP selon les différents pays où les COP se dérouleront. Et là où ça devient très intéressant aussi, c'est que l'an prochain, il ne vous aura pas échappé que la COP 22 aura lieu à Marrakech sur le continent africain. Donc ça, c'est déjà un petit clin d'œil. Donc non, on ne déprogramme pas. Oui, évidemment, l'interactivité avec le Bourget sera de pair et sera de mise et sera évidente. Oui, on va, par des duplex, communiquer avec le Bourget. Oui, on aura l'agrément du ministère des Affaires étrangères et de la COP 21, parce qu'on l'a déjà eu à différentes reprises, à Rio +20, avant, à Lima, etc., avec l'atelier de la Terre. Très clairement, ce que nous proposons, c'est que toutes ces négociations, qui vous en... Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, sont très techniques. Nous, on a envie de parler, évidemment, le changement climatique sera au cœur et sera la colonne vertébrale de ces 9 thématiques. Le changement climatique a une incidence énorme sur la santé des Africains, sur l'éducation, sur l'agriculture et sur toutes les thématiques, toutes. Mais l'idée, c'est encore une fois, pour la première fois, de façon singulière, originale et unique, proposer à un continent entier de se retrouver, pas en vase clos, non, c'est pas ça, c'est de communier à un instant précis, en un lieu précis, sur des thématiques qui sont essentielles. On ne parlera pas de la place de la femme, pardonnez-moi, au Bourget. Et heureusement, parce qu'il y a d'autres raisons d'aller au Bourget. D'autre part, au Bourget, tout le monde ne rentrera pas et ne sera pas habilité à être invité à ces négociations. Donc, on apparaît comme un complément qui nous semble, nous, tout à fait naturel, qui n'a, encore une fois, je le répète, rien, mais rien du tout d'antagonisme ou de paradoxal et de concurrent avec ce qui se fera au Bourget. Voilà. Et je compte, évidemment, sur la présence du Cameroun pour venir transmettre, partager et surtout mutualiser les bonnes pratiques que le Cameroun met en place depuis un certain temps. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur. Oui, merci. Merci Eric. Merci de penser à l'Afrique. Vous avez énuméré
un certain nombre d'acteurs qui vont participer à cet événement, des leaders, des start-up, etc. Mais je souhaite également que cette occasion permette aux pêcheurs qui est dans les eaux du Gabon, du Congo, qui souffrent de la pollution pétrolière, l'éleveur qui est au Sahel, qui souffre, que l'occasion leur soit donnée de s'exprimer. Et je crois que c'est ce qui peut aussi marquer ceux qui décident et qui souvent sont coupés de la réalité. Merci. Merci, c'est une très bonne réflexion. Vous avez tout à fait raison. C'est notre rôle d'identifier les personnes que vous venez de citer et de travailler bien en amont avec vous, notamment avec les services consulaires, les ambassades et pouvoirs publics de pays africains pour permettre effectivement la valorisation, tout du moins la prise de parole d'acteurs et de témoins de ce développement, de cette pollution, de l'érosion des côtes au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur Eric, oui. C'est monsieur Keïta, du Sénégal. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je suis monsieur Keïta, Mamadou Lamine Keïta. Je suis maire d'une ville au Sénégal. C'était pour donner mon sentiment par rapport au lab et vous exprimer toute notre reconnaissance pour avoir eu cette idée. Une idée d'une très grande générosité parce que tout simplement vous donnez là l'occasion pendant un moment intéressant où tous les regards sont tournés vers l'Afrique, de permettre, tous les regards tournés vers Paris, de permettre à ce que le débat sur d'autres problématiques qui concernent l'Afrique et seulement l'Afrique puisse vraiment faire l'objet de débats et d'échanges. Je crois que cela est une opportunité que vous offrez à cette jeunesse africaine qui va être présente, mais également à certains décideurs africains. Vous l'avez dit quelque part dans vos propos, lorsque nos actions quotidiennes permettent de donner un coup de pouce à un seul jeune, nous avons du mérite. Et c'est pourquoi je ne peux que saluer et dire que moi j'ai suivi les ateliers depuis quelques années. Et je pense qu'il faut même aller vers la délocalisation vers des pays d'Afrique. Nous avons tenté au Sénégal pour cette année, ce n'est pas arrivé à son terme. Nous pensons que nous pourrions nous rattraper. Tout simplement, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ma perception des choses. Quelqu'un a dit que l'Afrique était déconnectée. On peut ne pas être d'accord, mais quand on y regarde de près, oui, beaucoup d'aspects ont été évoqués et qui illustrent que l'Afrique a besoin de hâter le pas, et c'est à l'occasion de rencontres comme ça qu'on peut faire la connexion. Donc le lab a tout son sens, en tout cas pour nous, et nous voudrions vous dire tout notre engagement. Merci. Merci, monsieur le ministre. Lisa. Lisa avait une question. Eric, après. Ah ben, alors Lisa, je ne t'oublie pas, mais Olivier Leduc. Je peux, oui. Je connais tous les participants. Alors, excusez-moi, ne croyez pas que... Voilà, je vous connais tous. Olivier Leduc. Dans le jeu de rôle, ça fait le troisième que j'attendais. Bon. Oui, oui. Merci Eric de nous avoir invités. Donc je suis directeur d'une structure qui accueille des jeunes, enfin des cités,
Et en fait, je voulais parler d'une autre Afrique qui existe en France. Et je voulais vous poser la question, quelle place elle peut avoir pour vous? Alors j'explique rapidement. Parmi les jeunes dits en difficulté ou des cités, il y en a plein qui d'abord sont pas tous en grande difficulté, il y a du potentiel partout. Et parmi eux, dans les banlieues cités dans la banlieue parisienne ou à Paris, il y a des jeunes africains qui ont deux types de projets qui peuvent vous concerner. Le premier, c'est de changer la donne, même dans les cités en France, et qui sont africains de cœur et de racines. Est-ce qu'ils ont une place pour vous dans l'organisation ou pas? Et aussi, deuxièmement, il y a un certain nombre de jeunes Africains qui ont des projets pour l'Afrique et qui veulent développer des choses en lien avec l'Afrique et qui même à retourner en Afrique pour être générateurs de nouveaux projets. Voilà. Oui, vaste question, d'autant plus qu'on m'informe de l'arrivée du président Mestradet. Sur le lab, évidemment, et sur partout, mais en particulier de ce qu'on va faire en décembre, oui, cette Afrique a sa place, oui, ces jeunes sont avec nous, ils sont déjà aujourd'hui avec nous, ça c'est clair, on en a parlé. Et après, j'avoue que je vais être idiot, mais j'ai pas entendu le reste de la question, parce que voilà, j'étais ailleurs. Pardon. La question, c'est que vous parliez vous parliez des initiateurs et des créateurs de start-up en Afrique, mais il y a des jeunes Africains en France qui sont des solutions et des ressources, même pour les banlieues françaises, ou en Afrique, mais qui sont en France, de racines africaines. Bon, merci. Donc, quelle place tout va bien. Merci de cette question. Voilà. Il y a un concours qui s'appelle les African Racing Awards, qui sera organisé à l'occasion des présentations de ces 100 startups. Il faut savoir que 30 startups, et nous travaillons avec Christian Camaillot là-dessus, 30 startups françaises concourront, c'est-à-dire issues de la diaspora, pour certains, et il y aura un prix. Le prix de la diaspora, un prix entrepreneuriat féminin est le grand prix de ce concours, de ces trophées, qui sera ce prix en particulier décerné pour une jeune femme ou un jeune issu de la diaspora, donc de banlieue ou pas, mais voilà. Lisa, voilà. Non, mais voilà. maintenant, ça y est. Non, la pression, c'est trop. Maintenant, ma demande, elle va être vraiment idiote. Non, c'était par rapport à Franck. En fait, il y avait un lien avec le fait que 15% de le commerce est interafricain, n'est-ce pas? Et après, il a parlé de ces enfants qui partaient justement dans les universités en Amérique. Et je demande si une chose n'est pas un peu la continuation de l'autre. Parce que fondamentalement, si on n'a que 15% de inter-African trade, c'est parce que malheureusement, on a des pressions, n'est-ce pas, par nos development partners, l'Amérique comprise, la France comprise, où en étant africain, on n'est pas vraiment libre de choisir où on achète. Ah, mes confrères africains ont un gros sourire. Donc, est-ce que cette pression, après, n'est pas augmentée par le fait d'envoyer tous ces enfants très brillants en Amérique et qui revient un peu des petits Américains, quand même? Je demande, hein? Would you like that in English? No, it's okay. It's okay. So let me repeat what I think you're saying. So basically, you're looking at the paradox between sending our kids to the US and at the same time saying we want to consume more African. Yeah, I just think that our development partners in Africa have ways of applying pressure so that we're obliged to buy things that aren't African because they come in because they want the market. So we don't have the choice. Saying 15% of African trade is inter-African is kind of giving the wrong idea because it's not like we chose that. We're being pressurized into consuming foreign goods. I personally, I don't think so. I think we've got a lot of choice as Africans as who we trade with. I think we choose to buy from beyond Africa out of our own choice. We've got all these trading blocks existing as it is. We've got ECOWAS, COMESA, SADC, etc. There's absolutely no reason why we cannot channel a lot more of our trade going through there. I mean, I still don't get it when I go to Lagos and I find butter from Netherlands, when I find tea from Pakistan. Pakistan is not a colonial partner, neither is India. I think we've got choices.
and we just don't exercise them, to be honest with you. We've got potentially some internal tariffs that are necessary. So there's a lot of stuff that we need to sort out internally in Africa to ease trade between ourselves. But I don't think it's an issue of colonial partners driving the current trends we're doing. If there is, it's minimal. Thank you. Merci beaucoup, merci à vous.